Herculanum, promenade dans une cité ensevelie. Voilà le thème de la promenade que nous allons effectuer ensemble aujourd'hui. Pourquoi parler d'Herculanum et pourquoi ne pas parler de Pompéi? Pompéi et Herculanum étaient, dans l'Antiquité, de petites villes de campanie, euh, sans importance majeure, surtout Herculanum. Et l'éruption du Vésuve en 79, après Jésus-Christ, a soudainement détruit ces deux villes et les a, en somme, préservées, fossilisées d'une certaine façon. Mais la notoriété d'Herculanum est éclipsée par celle de Pompéi. Il y a une actualité pompéienne aujourd'hui. Les fouilles ont repris depuis quelques années et on annonce de temps en temps des découvertes spectaculaires. En plus, les dirigeants du site archéologique de Pompéi, et Massimo Ossana, qui le dirigeait encore il y a quelques mois, ces dirigeants ont un sens aigu de la communication. Et donc, la nouvelle, l'information, les images de ces fouilles et de ces découvertes à Pompéi se diffusent très largement dans le monde. Rien de tel à Herculanum. Et Herculanum était déjà moins connu que Pompéi avant la reprise des fouilles de Pompéi, et maintenant, elle est d'une certaine façon encore moins. Avant l'épidémie, lorsque l'on pouvait voyager facilement, il y avait chaque année 10 fois moins de visiteurs à Herculanum qu'à Pompéi. Pompéi est le deuxième site le plus visité d'Italie après le Colisée. Ce n'est absolument pas le cas d'Herculanum. Et pourtant, le site d'Herculanum offre beaucoup de choses intéressantes. C'est un site relativement restreint, s'étend sur 4 hectares et demi environ, et ils présentent des vestiges très évocateurs grâce à leur élévation, grâce aussi à la restauration de certaines couvertures. C'est une bourgade, le site archéologique d'Herculanum aujourd'hui, c'est une bourgade dans laquelle on peut avoir vraiment l'impression de se promener dans une ville antique. Cette impression, on l'a à Pompéi, mais à mon sens, on l'a plus nettement encore à Herculanum. De toutes les cités ensevelies, Herculanum est certainement la mieux préservée. Je vous propose donc une promenade dans cette cité ensevelie d'Herculanum. Dans un premier temps, je présenterai la ville et les conditions de la destruction par le volcan et les conditions aussi de la réapparition de la ville à partir du XVIIIe siècle. Ensuite, nous visiterons quelques quartiers d'Herculanum, nous entrerons dans quelques maisons, les plus impressionnantes, les plus représentatives, les plus intéressantes, et nous terminerons par la visite d'une maison très différente des autres, un petit peu à l'extérieur d'Herculanum, qui s'appelle la Villa des Pisons, qu'on appelle aussi la Villa des Papyrus. Alors, cette ville d'Herculanum était dans l'Antiquité donc une bourgade romaine pas très importante. Elle se situait dans la baie de Naples, à proximité de Naples, et voilà donc un panorama de la baie de Naples. Si vous connaissez un petit peu la ville, vous repérez ici, par exemple, la gare maritime. Vous pouvez repérer ici le château angevin. Il y a là le Palais Royal de Naples. Et puis, dans cette autre partie de la ville, Naples est une très grande ville, hein. Dans cette autre partie de la ville, on voit à l'emplacement du site antique de Naples, cette rue très rectiligne qui est en fait l'ancien Decumanus Maximus de la ville, une rue orientée, Decumanus Maximus, qui s'est préservée jusqu'à nos jours. Le tissu urbain a conservé cette ville, cette rue que l'on appelle à Naples aujourd'hui Spacca Napoli. Donc, panorama sur la baie de Naples et sur le Vésuve, et donc les flèches vous indiquent où se situent les cités ensevelies. Alors, il faut comprendre que Pompéi se situe en fait derrière l'horizon, derrière le volcan, et Herculanum se situe ici, à proximité relative de la mer. Donc, une bourgade romaine pas très importante, détruite en 832 de la fondation de la ville, c'est la manière romaine de compter le temps. Nous avons un autre point de repère et nous disons 79 après Jésus-Christ, si vous comptez que la ville de Rome a été fondée, selon la tradition, en 753 avant Jésus-Christ, bien 753 plus 79, ça nous donne 832. L'histoire d'Herculanum
ne présente pas de faits vraiment saillants. On peut dire qu'il ne s'est jamais rien passé d'important à Herculanum. C'est donc l'histoire générale de toute la région, c'est-à-dire une population de, je dirais, osque à l'origine, quelques arrivées de colons grecs sur le littoral, à Cume par exemple, mais pas à Herculanum, pas véritablement de présence étrusque sur les bords de la baie de Naples. Les Étrusques ne sont pas un peu loin que Capoue. Et puis ensuite, une domination samnite, qui est remplacée par une domination romaine après les guerres samnites, et la domination romaine n'est plus contestée après les guerres puniques, qui se terminent donc au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. La ville d'Herculanum est une petite ville, mais c'est une ville qui a connu un certain développement, un certain épanouissement, notamment à l'époque du règne d'Auguste. Il y a eu des bâtiments qui ont été construits, il y a eu des bienfaiteurs de la ville, nous parlerons tout à l'heure de Marcus Nonius Balbus, quelques autres sont connus, peu par des textes, à vrai dire, mais par des inscriptions, oui, ils le sont. Et si on regarde cette carte de la baie de Naples, on voit que donc Herculanum se trouve ici, au pied du Vésuve, et Pompéi là. On voit que Herculanum se trouve entre deux parties de la baie de Naples. Une première partie, là où il y a Pompéi et d'autres sites comme Boscoreale, Oplontis ou Stabi, et une deuxième partie plus à l'ouest, où il y a ces sites importants que sont Misène, Bailly, Cume et Pouzol. Alors, il se trouve que la baie de Naples, dans l'Antiquité, est une région extrêmement appréciée, on pourrait presque dire une région de villégiature. On sait que l'empereur Claude, par exemple, avait une maison à Pompéi. On sait que la famille de l'impératrice Popée, l'une des épouses de Néron, était originaire d'Oplontis. Et dans la partie ouest de la baie, on sait que les grandes notabilités de l'État romain avaient une maison dans le secteur. Le général Caius Marius, par exemple, avait une maison là. L'avocat Cicéron en avait une aussi. Jules César, par exemple, s'était fait construire une villa sur le bord de la colline, là où il y a aujourd'hui le château aragonais, qui est le musée archéologique de la région de Bailly, qui est fort intéressant à visiter. Et donc, une région très prisée, très, très accueillante, mais Herculanum n'est pas situé dans cette région-là. Tous les points rouges que vous voyez ici indiquent la localisation des villas antiques. Il n'y en a pas à Herculanum, sauf une, la villa des Pisons ou villa des Papyrus, dont nous parlerons tout à l'heure. Cette baie de Naples était réputée au point qu'on peut en faire un centre touristique de première importance pour l'Antiquité. Il y a même une industrie touristique qui a réalisé on pourrait dire des souvenirs. Vous avez là, par exemple, une petite boule de verre gravé, verre soufflé et gravé. On a déployé ici le dessin, qui est une sorte de souvenir de la région de Naples, de la baie de Naples antique. L'objet s'est heureusement conservé jusqu'à nos jours. Alors tout cela concerne la baie de Naples en général, la région de Pompéi éventuellement, surtout la région de Bailly, de Cume, de Pouzol, mais pas tellement la région d'Herculanum. Herculanum, c'est une petite bourgade, petite. Le site aujourd'hui s'étend sur 4 hectares, et on estime que c'est à peu près un tiers de la superficie de la ville. Le site qui a été déblayé, bien sûr. Une petite bourgade dans laquelle on n'a pas l'impression qu'il y ait des activités très très intenses. Il y a des maisons assez belles, vous allez voir, d'autres qui sont un peu moins. Il y a des activités économiques, bien entendu, mais on n'a pas l'impression de quelque chose de très dynamique. Par exemple, les chaussées à Herculanum, les dalles qui couvrent les chaussées, ne sont pas entaillées par les ornières des chariots, comme on le voit à Pompéi. Ce n'est pas le cas ici. Alors peut-être que le quartier qui a été dégagé n'est peut-être pas le quartier le plus actif. En tout cas, on ne voit rien de tel. On ne voit pas non plus de graffiti qui pourrait rappeler une campagne électorale intense, comme on le voit à Pompéi. Donc, on a l'impression qu'Herculanum est un petit peu loin de tout, un petit peu à l'écart de ce qui se passe au 1er siècle de notre ère, et loin de tout, mais pas loin du Vésuve, parce que la ville est évidemment détruite en 79. Alors, cette éruption de 79, c'est une éruption qui est célèbre, qui est bien connue,
Elle se produit donc le 24 et le 25 octobre 79, 832 de la fondation de Rome, si on veut. C'est une éruption qui est bien connue parce qu'elle a été observée par un écrivain latin dans l'Antiquité qui s'appelait Pline le Jeune. Il y a deux Pline, hein, Pline le Jeune et Pline l'Ancien. Pline l'Ancien est l'oncle de Pline le Jeune, et donc Pline le Jeune écrit à la fin du 1er siècle, une vingtaine d'années après l'éruption, il écrit 2 lettres à l'historien Tacite. Et dans ces 2 lettres, il raconte ce qu'il a vu, il raconte l'éruption, il raconte la mort de son oncle, l'oncle de Pline, qui s'appelait Pline lui aussi, donc Pline l'Ancien, qui était le général commandant la flotte romaine du Cap Misène, qui était chef, si vous voulez, de cette marine militaire dans la région. Et donc, Pline le Jeune décrit les réactions de son oncle, qui est à la fois un militaire, mais aussi un écrivain et un savant, hein, l'auteur d'une histoire naturelle. Et il en profite également pour décrire ce qu'il voit. Il décrit notamment le panache de l'éruption du Vésuve qu'il compare à un pain parasol. Et cette description, cette comparaison sont restées tout à fait classiques, au point que les spécialistes aujourd'hui, lorsqu'ils observent une éruption qui ressemble à celle du Vésuve, eh bien, parlent d'éruption plinienne. Donc, si vous ouvrez le recueil des lettres de Pline le Jeune, Pline lui-même a veillé à ce que les choses soient bien conservées. Donc, vous avez un certain nombre de livres. Vous ouvrez le livre numéro 6, vous prenez la lettre numéro 16 et vous avez la description donc, de l'éruption. Cette éruption, Pline le Jeune la décrit, mais bien sûr, il ne l'explique pas. Il la décrit, mais il ne cite pas de nom de lieu. Il ne cite pas le nom de Pompéi, il ne cite pas le nom d'Herculanum. Il parle du mont Vésuve seulement. Et donc, à partir de cette description, au fil du temps, l'on a décrit, on a échafaudé des évocations extraordinaires de l'éruption. Vous avez là le tableau peint par un peintre anglais de la première moitié du 19e siècle qui s'appelait John Martin. Et John Martin, c'est un spécialiste des peintures de catastrophes. Il a peint le déluge, il a peint la destruction de Sodome et Gomorrhe, il a peint quantité d'incendies. Et là, il peint ce qu'il pense être l'éruption du Vésuve en 79. Vous avez les feux de l'enfer qui sont en train de s'abattre sur toute la région. Et là, au premier plan, excusez-moi, je reprends mon pointeur, et ici, au premier plan, vous avez Pline l'Ancien en train de mourir, en fait, dans cette éruption. Alors, c'est une éruption qui détruit Pompéi, et John Martin a représenté Pompéi sur une petite colline, ce qui est une vue de l'esprit, et il décrit aussi, ici, tout à fait au fond, la destruction d'Herculanum, telle qu'elle ne s'est pas produite. C'est une belle harmonie de rouge, mais n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous savons aujourd'hui de l'éruption. Parce que cette éruption, elle s'est produite dans l'Antiquité, mais elle a été étudiée par les archéologues, évidemment, étudiée aussi par les géologues, par les spécialistes des volcans, qui ont rapproché l'éruption de 79 de certaines éruptions similaires dans la période récente, notamment l'éruption du mont Sainte-Hélène aux États-Unis en 1980, qui a été assez comparable à celle du Vésuve. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de présenter un scénario de la destruction d'Herculanum et de Pompéi. Et je vais développer ce scénario à partir de ce petit croquis. Alors ici, la carte n'est pas en allemand, mais elle est en latin. Donc vous avez le Vésuve, vous avez Pompéi qui est ici, Herculanum qui est là. Et la partie grisée représente le panache de cendres volcaniques, de pierres ponces, de lapilli, de bombes volcaniques que le Vésuve a émis. C'est une façon de distinguer 2 périodes, 2 phases, on pourrait dire, dans l'éruption. Une première phase, celle qu'a décrite Pline, c'est-à-dire le panache, le pain parasol, et donc la pluie de cendres, c'est ce qu'on montre ce carton, la pluie de cendres qui est émise dans la journée du 24 octobre et au début de la nuit du 24 au 25 octobre. Et cette pluie de cendres, comme vous voyez, couvre Pompéi, mais pas Herculanum. Et puis ensuite, dans une deuxième phase, il y a, peut-être ce qu'évoquait le tableau de John Martin, il y a les nuées ardentes, il y a les déferlantes pyroclastiques qui se produisent dans la nuit du 24 au 25 et au début de la journée du 25 octobre. Ce qui nous permet de comprendre que Pompéi a été en partie détruite par la pluie de cendres et puis ensuite complètement détruite par la nuée ardente, alors qu'Herculanum n'a pas été affecté par la pluie de cendres.
mais a été détruite par la nuit ardente. Donc, le même volcan, la même éruption, pas tout à fait le même scénario, et le résultat, comme on va le voir, n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que les deux villes sont détruites, mais pas avec la même intensité, pas de la même façon. Ce phénomène de l'éruption a été rapide, 2 jours. Il a été brutal, évidemment, mais il n'a pas été instantané. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, on parlerait de signes avant-coureurs. Bon, à l'époque, évidemment, il n'y a pas de signe avant-coureur. On ne sait pas ce qu'est un volcan. En 79, en latin, le mot volcan, enfin, la famille des mots volcans, si vous voulez, désigne en réalité ce qui se réfère au dieu Vulcain. On ne sait pas du tout que le Vésuve est un volcan. Bien sûr, il y a eu des éruptions du volcan antérieurement, mais l'éruption précédente s'est produite en 1660 avant Jésus-Christ, et évidemment en 79 après, donc 2000 ans après quasiment, personne ne s'en souvient. Et on ne sait pas ce qu'est un volcan, parce qu'un volcan, en règle générale, ça ressemble beaucoup à une montagne. Il n'y a guère que quelques volcans qui sont en activité permanente. En Italie, il n'y en a qu'un, c'est le Stromboli, et le Stromboli, c'est la forge de Vulcain. Donc, la forge de Vulcain, bien sûr, c'est un volcan, tous les autres volcans n'en sont pas. Et donc, l'éruption 79 a été une surprise totale. Les victimes sont mortes sans savoir ce qui se passait, sans comprendre ce qui se passait. Alors, des victimes, il y en a-t-il eu beaucoup? Difficile de les compter, évidemment, 2000 ans après. On peut s'appuyer sur les restes humains que l'on trouve dans les deux villes de Pompéi et d'Herculanum. Il n'y en a pas beaucoup, hein, quelques centaines au maximum, à Herculanum 332 exactement, et les estimations des archéologues, pour estimer le nombre des victimes, il faudra avoir une idée du nombre des habitants, mais bien sûr on ne sait pas, disons que l'estimation tourne autour de 3000 morts. 3000 morts, dont je répète que ils ne se sont pas rendus compte de ce qui leur arrivait. Seuls les plus réactifs, les plus avisés ou alors les plus paniqués se sont enfuis dans la matinée du 24 octobre. Tous ceux qui, dans la matinée du 24 octobre, partent vers le nord, vers Naples par exemple, tous ceux-là vivent. Tous ceux qui partent vers le sud meurent, puisqu'ils sont recouverts par la pluie de cendres du volcan. C'est comme ça qu'on peut comprendre ce que nous raconte Pline le Jeune, qui est donc ici à Misène, auprès de son oncle. Pline voit arriver, ou Pline l'Ancien voit arriver, un messager qui arrive de la région de Stabie pour lui apporter un message, évidemment, d'une amie de Pline l'Ancien qui l'appelle à l'aide, en quelque sorte. Donc ce messager a couru, son cheval, on imagine, le long du littoral pour arriver jusqu'à Misène. Et donc, c'est ce qui motive la décision de Pline l'Ancien d'armer un navire et de partir tout de suite pour essayer de secourir des victimes. Alors voilà, donc un scénario qui est maintenant à peu près clairement établi, et c'est en s'appuyant sur ce scénario qu'on peut comprendre les conditions de l'ensevelissement de la ville, évidemment, hein, c'est-à-dire dans le cas d'Herculanum, au fond, donc, je rappelle les étapes, hein, dans la journée du 24, la pluie de cendres qui épargne Herculanum, dans la nuit du 24 au 25, les déferlantes pyroclastiques, les nuits ardentes, comme on disait autrefois, qui vont recouvrir Herculanum puis Pompéi. Alors concrètement, ça signifie que le volcan émet une sorte d'aérosol composé de matériaux divers, de roches, de gaz, de vapeur d'eau, à une très haute température, plus de 1000 degrés à la sortie du cratère. Cet aérosol va glisser le long des pentes du volcan très vite, hein, puisque la première phase de la déferlante pyroclastique, la vague, aboutit à Herculanum, on compte aujourd'hui environ en 3 minutes. Hein, 3 minutes après l'émission, Herculanum est recouverte par la vague pyroclastique, et donc c'est un aérosol très chaud qui est injecté partout, qui recouvre tout, qui va détruire tout, d'une certaine façon. Très chaud, oui, 1000 degrés à la sortie du cratère, mais seulement 300, si on peut dire, en arrivant à Herculanum. 300 degrés, c'est très chaud, ça suffit pour carboniser tous les éléments organiques, les bois notamment, mais ça n'est pas suffisant pour les détruire totalement, pour les vaporiser. Et donc il en reste beaucoup à Herculanum, et il n'y en a plus à Pompéi, ou plus vraiment. Alors, après l'éruption, la ville est recouverte par une couche de matériaux volcaniques épaisse d'au moins 20 mètres. Le littoral a été repoussé vers l'ouest d'au moins 500 mètres. C'est donc aujourd'hui le site d'Herculanum n'est plus au bord de la mer, hein, il l'était dans l'Antiquité. Et ensuite, les deux villes sont oubliées. On peut penser que
pendant quelques dizaines d'années, voire un siècle ou deux après l'éruption, on s'est souvenu d'Herculanum. Il y a une inscription, par exemple, au musée de Naples, qui fait état du quartier de ceux d'Herculanum. C'est une inscription qu'on date du début du IVe siècle et qui laisse penser que peut-être il y a eu des survivants. Ensuite, tout ça est tombé dans l'oubli et pendant des siècles, on avait la lettre de Pline, mais on n'avait plus le nom d'Herculanum ni le nom de Pompéi. Et donc, c'est installé à la fin du Moyen-Âge, à l'emplacement d'Herculanum, mais sans qu'on le sache, un village, c'est appelé Resina, et ce village eh bien, a prospéré, et il existe encore aujourd'hui, c'est devenu une ville. La ville a repris le nom antique d'Herculanum au XXe siècle, on l'appelle aujourd'hui Ercolano en italien, mais c'est bien la Resina médiévale en fait. Donc tout a été recouvert, tout a été oublié, et la redécouverte se produit au milieu du XVIIIe siècle. Au milieu du XVIIIe siècle, parce que la baie de Naples, qui était à la mode dans l'Antiquité, eh bien, est de nouveau à la mode. Cette baie de Naples voit, entre Naples et le Vésuve, voit la construction de villas, mais de villas baroques du XVIIIe siècle. De villas, il y en a environ 150 qui sont construites. Certaines existent encore. Il y a la villa favorite, par exemple, la Reggia de Portici. Et donc, la construction de ces villas augmente les besoins en eau. On a besoin d'eau pour la population, mais on a besoin d'eau pour alimenter les jardins là aussi. Nous sommes au XVIIIe siècle, il y a tout un art du jardin. On creuse des puits, par conséquent, et on tombe, en somme par hasard, au milieu du XVIIIe siècle, sur un lieu d'où on va extraire non seulement de l'eau, mais on va extraire des statues et des marbres. Voilà par exemple une statue qui est découverte dans le théâtre, dans ce qu'on a compris ensuite qui était le théâtre d'Herculanum, dans les années 1740. Et donc, le souverain de la région, nous sommes dans le royaume de Naples au XVIIIe siècle, c'est une époque assez particulière où le royaume de Naples est de fait indépendant, il n'est plus exactement sous juridiction espagnole. Le roi qui règne, qui s'appelle Charles de Bourbon, est le fils cadet du roi d'Espagne, et donc il est largement indépendant, il va ensuite hériter de la couronne d'Espagne, il va devenir le roi Charles III. Mais en tout cas, Charles de Bourbon qui règne à Naples, c'est vraiment le despote éclairé typique du XVIIIe siècle, éclairé par les lumières de la philosophie, les lumières du savoir aussi. Et donc, lorsqu'on lui montre une statue de ce genre, eh bien, lorsqu'on creuse aussi des tunnels, des galeries pour aller voir ce qu'il y a au fond des puits, si l'on peut dire. Vous avez là une peinture qui montre les fils de Murat, qui est roi de Naples pendant quelques années, vers 1815, les fils de Murat qui visitent les ruines d'Herculanum. Alors le peintre a exagéré de manière considérable la taille des galeries. Il faut s'imaginer des galeries beaucoup plus petites que ça pour aller voir les vestiges antiques. Donc, lorsque on comprend ce qui est en train d'émerger du sol, lorsque l'on comprend qu'il y a des vestiges antiques, justement, eh bien, nous sommes au XVIIIe siècle, c'est l'époque de l'encyclopédie, on va donc dessiner ces statues, on va lever le plan des maisons, par exemple, et on va éditer tout ça. Vous avez une très belle édition, plusieurs volumes, des antiquités d'Herculanum, on peut la consulter en ligne sur le site de la bibliothèque universitaire de Heidelberg. Et donc, Herculanum est à la mode dans les années 1750-1760. Dans l'encyclopédie de Diderot, il y a un article sur Herculanum complètement enthousiaste pour cette ville qui surgit du passé. Et puis, la mode d'Herculanum tombe dans les années 1770. Alors, pour deux raisons. Dans les galeries qui ont été creusées, il y a de l'eau, il y a aussi des gaz toxiques, donc c'est assez dangereux. Et puis surtout, à quelques kilomètres d'Herculanum, on trouve une autre ville antique, beaucoup plus facile à fouiller, et qui est Pompéi. On avait oublié le nom de Pompéi, mais on redécouvre le site. Et Pompéi surclasse Herculanum dans la popularité et dans la notoriété à la fin du XVIIIe siècle. Et ça n'a pas changé jusqu'à nos jours. Au XIXe siècle, pas grand-chose. Et au XXe siècle, les archéologues italiens, et notamment Amedeo Maiuri, entreprennent de mettre au point des techniques tout à fait nouvelles pour fouiller. On abandonne les fouilles avec galeries et tunnels.
Et donc, le raisonnement qui est tenu, c'est que la ville a été recouverte par les déjections du volcan, si l'on peut dire, eh bien, il faut retirer les déjections du volcan. Et c'est ce que l'on fait. Donc, vous imaginez le travail, il y a une couche de 20 mètres d'épaisseur qu'il va falloir retirer. Et donc, on découvre, ce faisant, que les maisons d'Herculanum ne se sont pas effondrées. Elles ne sont peut-être pas complètement habitables, mais elles ne sont pas complètement effondrées, en tout cas, contrairement à celles de Pompéi. Et on peut ainsi déblayer et faire réapparaître une partie de la ville. C'est à cette époque donc qu'on excave ce que l'on peut visiter aujourd'hui à Herculanum, c'est-à-dire 4 hectares environ. Et puis on arrête parce qu'il faudrait démolir le village de Résina, il faudrait convaincre les habitants de renoncer à leur maison pour l'intérêt de la science, et ça c'est assez difficile de convaincre les gens de faire ça. Euh, et ce que Amedeo Maiuri et ses collègues retrouvent, c'est donc une ville dans laquelle il peut y avoir des objets éventuellement, mais dans laquelle il n'y a pas, apparemment pas de restes humains, ou très peu. Et donc on a l'impression que la population d'Herculanum avait pu s'échapper avant la destruction. C'est l'interprétation que les archéologues font au milieu du XXe siècle. Les fouilles vont reprendre dans les années 1980 dans la région de l'ancien rivage. L'ancien rivage qui était ici. Donc imaginez-vous que la mer se situe là. Et là, vous avez les matériaux volcaniques qui ont été apportés. Donc lorsque l'on fouille cette zone-là, on est dans les années 80 et 90, eh bien on va fouiller ce qui est le port, au fond, d'Herculanum. Alors les ports dans l'Antiquité avaient des infrastructures très légères. Voilà le port d'Herculanum tel que Jean-Claude Melvin, archéologue, historien et dessinateur, l'a représenté. Vous avez un front de mer qui est ici, avec des temples, nous en parlons, ce qu'on appelle l'ère sacrée. Vous avez ici la statue du bienfaiteur, Marcus Nonius Balbus, on en reparlera aussi. Et puis en arrière-plan, vous voyez les maisons. Tout à l'heure, nous irons visiter la maison qui est là, et qui est la maison des serfs. Donc, les archéologues vont fouiller ces arcades, qui sont en fait des hangars à bateaux, au bord de la mer, évidemment. Et fouillant les arcades, fouillant les hangars à bateaux, eh bien, ils découvrent des dizaines, non pas des dizaines, des centaines de corps, des centaines de squelettes, il y en a 300, donc des personnes qui se sont réfugiées là, croyant échapper à ce qu'elles pensaient être probablement un tremblement de terre. Elles se sont réfugiées là et elles ont été rattrapées par la nuit ardente, elles ont été asphyxiées peut-être, mais 300 degrés, vous savez, elles ont été cuites surtout, au sens propre du terme. Voilà donc, tracé à très grands traits, l'histoire de la renaissance d'Herculanum. Et aujourd'hui, s'il y a une actualité à Pompéi, il n'y a pas vraiment une actualité à Herculanum, puisque les fouilles ont été menées jusqu'au début des années 2000, et à l'heure actuelle, elles sont un petit peu stoppées, pour la raison que je vous disais tout à l'heure. Maintenant, il faudrait détruire ce quartier pour continuer la fouille. On n'en est pas là dans l'Italie d'aujourd'hui. S'il y a une actualité d'Herculanum, on la verra dans la troisième partie, c'est dans l'exploitation du mobilier des fouilles du XVIIIe siècle. Là, il y a des nouveautés en ce moment. Alors voilà une vue qui vous donne l'impression de ce qu'est Herculanum. Vous voyez très bien la ville, les maisons, bon, un peu endommagées peut-être, mais pas complètement écrasées. On a reconstruit parfois des toitures, les maisons, et puis ici en arrière-plan, il y a ce qui reste du matériau volcanique, et au-dessus, donc la bourgade de Résina, aujourd'hui Ercolano, qui recouvre donc en ce moment à peu près les 2 tiers de la superficie occupée par Herculanum de l'Antiquité. Alors, voilà un plan qui vous montre le quadrillage des rues. On a des rues rectilignes et avec un plan damier, Herculanum, même s'il n'est pas orienté nord-sud comme on le voit ailleurs dans les villes romaines, parce que ce n'est pas exactement une ville romaine en fait. La zone en orange clair, vous montre tout ce qui a été mis au jour et que l'on peut voir. Tout le reste montre ce qui a été reconnu par des sondages ou par des tunnels, des galeries comme le théâtre, ou aussi par des tunnels et des galeries comme la villa des papyrus, qu'on verra tout à l'heure. Et donc, quand on arrive à Herculanum, en fait, on entre par ici, et puis on peut se promener dans la ville. Donc, je vous propose une promenade dans cette ville.
Là, je vais abandonner ce plan pour prendre le plan qui est remis au visiteur lorsqu'il arrive. Il arrive par ici. Hein, et donc, vous voyez, l'orientation n'est pas tout à fait la même. Ici, on a une orientation nord-sud, et donc les rues ne sont pas exactement orientées nord-sud, parce que ce n'est pas l'influence étrusque et romaine qui s'est manifestée à Herculanum, et l'orientation géographique n'est pas respectée. Néanmoins, on a quand même maintenu les noms habituels, le Decumanus pour l'axe est-ouest et le Cardo pour l'axe nord-sud. C'est pas exactement nord-sud, mais ça revient un petit peu au même. Ces appellations ont été maintenues à Herculanum, ce qui permet de parler aussi d'insula. L'insula, c'est le pâté de maison, on pourrait dire. Hein. Donc, ces insulas sont numérotés. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui sont numérotés comme ça. On peut donc se repérer assez facilement dans la ville. Alors, je vous propose donc d'aller tout d'abord au centre-ville, ici, et de voir qu'il n'y a pas de centre-ville Herculanum, de visiter quelques maisons dans le centre-ville, et puis ensuite de se rapprocher de la mer et de visiter quelques maisons du bord de mer, et nous terminerons par la villa de Papyrus ici. Donc le centre-ville. Dans une ville romaine, la marque de fabrique d'une ville romaine, c'est l'existence d'un forum. Le forum, c'est une place. Alors lorsque la ville est créée ex nihilo, la place peut être rectangulaire ou carrée, sinon elle a la forme qu'elle a, mais c'est une place qui comporte un certain nombre d'installations indispensables, comme par exemple des temples, au moins un temple, comme par exemple une colonnade, des galeries à colonnade, pour circuler à l'abri du soleil. Un grand bâtiment couvert, pour pouvoir se réunir à l'abri de la pluie, qu'on appelle une basilique en général. Alors, dans les très grandes villes comme Rome, il peut y avoir plusieurs temples, plusieurs basiliques et plusieurs colonnades. Dans les villes plus petites, eh bien, on aura des installations plus modestes, bien sûr. Et voilà que quand on va visiter Herculanum, on constate qu'il n'y a pas de forum, ou en tout cas il n'a pas été découvert, parce que la ville n'est que partiellement dégagée. Il n'y a pas de forum, et voilà ce qui en tient lieu. Ceci, c'est l'une des rues est-ouest, donc le Decumanus, ici c'est le Decumanus Maximus, et à Herculanum, il a la particularité d'être plus large que les autres rues, beaucoup plus large que les autres rues, il fait 14 mètres de large. Et au bord de cette rue élargie, vous voyez qu'il y a la colonnade hein, de chaque côté. Vous avez une arcade ici qui divise la zone en deux parties. Au premier plan, enfin, ce que nous voyons sur la photo, c'est une zone, disons, où il peut y avoir des activités marchandes, par exemple. Et en arrière de cette arcade, on pense qu'il pouvait y avoir des activités plus civiques ou plus religieuses qui pouvaient ou judiciaires, éventuellement, qui pouvaient se déployer en arrière de l'arcade. Des galeries ont été percées dans le matériau, ici sous les maisons actuelles, donc, et un grand bâtiment qui était couvert à l'origine a été repéré, a été mis au jour, enfin pas mis au jour, mais a été, oui c'est ça, repéré grâce à ces galeries souterraines, et on parle donc de basilique à Herculanum. Dans cette basilique, eh bien, les archéologues ont découvert un certain nombre de vestiges, et notamment cette tête en marbre penthélique. Le marbre penthélique, c'est le marbre d'Athènes, et une tête donc, qui a conservé sa couleur d'origine. Les statues antiques étaient toujours peintes, hein, comme vous le savez. Et donc cette statue qui est conservée au musée de Naples montre que la basilique d'Herculanum devait avoir une décoration sans doute assez élégante, probablement. Alors, pas vraiment de forum, mais un Decumanus élargi, une basilique avec donc quelques vestiges, et puis, mais ça on le sait depuis le XVIIIe siècle, un théâtre, puisque c'est la première installation qui a été découverte à Herculanum, un théâtre qu'on ne voit pas, puisque lui n'a pas été excavé, n'a pas été mis à jour. Le plan avait été levé au XVIIIe siècle par Piranèse, et on pense que ce théâtre, alors ce théâtre c'est un théâtre romain, c'est-à-dire il a un mur de scène, il ne s'appuie pas sur un relief, et il pouvait contenir peut-être 2000 places, 2200 places. Ce qui est beaucoup pour une ville qui comptait peut-être 5000 habitants. Mais on sait que dans les théâtres antiques, ou dans les amphithéâtres, il y avait beaucoup de place pour accueillir le maximum de monde. Voilà, donc la partie centrale de la ville n'est pas très bien connue parce qu'elle n'est pas complètement dégagée, mais enfin, on y trouve en tout cas quelques éléments qui sont classiques dans une ville romaine, un théâtre,
probablement une basilique. On n'a pas trouvé de temple à proprement parler, c'est plutôt surprenant. Peut-être que le temple est sous la ville, hein. Mais voilà donc ce à quoi ressemble le centre d'Herculano. Et donc dans le centre-ville, eh bien, il y a quelques maisons significatives au bord du Cardo 4 que je vais vous montrer maintenant. Commençons par une première maison du centre-ville qui est là et qu'on appelle la maison samnite. La maison samnite qui est ici, alors elle porte le nom de samnite. La particularité de ces maisons antiques, évidemment, c'est qu'on ignore complètement à qui elles pouvaient appartenir, on ignore quel nom elles pouvaient avoir, bien sûr, hein. Donc les noms qu'on leur donne sont des noms modernes, bien sûr. Cette maison samnite, donc, elle porte le nom de samnite parce qu'on pense que c'est l'une des plus anciennes de la cité, qui remonte à la période antérieure à la domination romaine qui s'établit à la fin du IIIe siècle. Et donc c'est pour ça qu'on a forgé cette expression de maison samnite. Est-ce que la maison samnite est vraiment aussi ancienne et remonte-t-elle vraiment à l'époque samnite, bien malin qui le dira? Ce qui est sûr en tout cas, c'est que son plan est assez classique. Vous avez ici la rue, le Cardo 4, vous avez ici le petit couloir d'entrée, le vestibule si on veut, et puis la structure classique d'une maison antique, hein, c'est-à-dire l'atrium, qui est la pièce principale, et autour de cet atrium, toute une série de pièces qui donnent sur l'atrium. Et encadrant le vestibule d'accès, deux pièces qui peuvent ouvrir vers l'atrium ou qui peuvent ouvrir éventuellement vers la rue. Des pièces qui font partie de la maison ou qui n'en font pas partie, ça dépend un petit peu des décisions des propriétaires, évidemment. Alors cette maison samnite a la particularité d'être presque entière et d'avoir conservé une partie importante de sa décoration. Vous voyez ici, ça c'est le couloir d'accès, vous avez ici une décoration en stuc qui imite des blocs de pierre. Le tout était donc peint. Une décoration donc qui est, les spécialistes de l'iconographie romaine estiment que c'est la forme la plus ancienne de décoration, la forme la plus ancienne de fresque, c'est ce qu'on appelle le premier style de la peinture romaine. Donc le petit couloir d'accès à gauche, et ici une photographie qui vous montre l'atrium de grande taille, avec un étage, hein, ce qui n'est pas toujours le cas pour un atrium, et puis, caractéristique de l'atrium, l'orifice dans le toit, qu'on appelle un impluvium, et le bassin correspondant, qu'on appelle un compluvium. Donc c'est un système qui permet de recueillir les eaux de pluie, qui viennent donc dans le bassin. Sous le bassin, généralement, il y a une citerne, qui permet donc d'avoir une réserve d'eau. Et puis en plus, cela donne une circulation douce, cela rafraîchit un petit peu l'atmosphère dans les jours de l'été. Vous avez ici un vestige de porte, hein, sur la gauche. Cette maison samnite était à l'origine de grande taille puisqu'elle était pourvue d'un jardin. Vous voyez le feuillage des arbres en arrière-plan. Mais apparemment, les propriétaires ont eu des revers de fortune parce qu'ils ont dû vendre leur jardin à leurs voisins. Donc ce jardin maintenant fait partie de la maison voisine qu'on va voir ensuite, la maison au grand portail. Et puis ils ont dû aussi murer les galeries de l'étage. Pas celle-ci qui ouvre encore sur l'extérieur. Vous voyez ici, on a muré les entrecolonnements. On a construit un mur en quelque sorte, ce qui permet de faire des pièces de l'étage, des pièces indépendantes de la maison. Et en ajoutant un petit escalier en bois, eh bien on a ainsi des logements séparés qui ont pu être vendus ou loués à qui voulait. Donc c'est une manière peut-être pour les propriétaires d'arrondir leur fin de mois, en louant ainsi ou en vendant ainsi une partie de leur maison. Voilà donc pour la maison samnite, qui est l'une des plus spectaculaires évidemment de la ville. Comme vous voyez, bien qu'ayant subi une éruption volcanique, elle est encore en état, disons, tout à fait, peut-être à conforter, comme diraient les agents immobiliers maintenant, mais encore bonne finalement. Chez les voisins, qui ont récupéré le jardin, c'est la maison du Grand Portail, qui porte ce nom évidemment parce qu'elle est, la porte est encadrée par un portail monumental. Alors, c'est la technique romaine, hein. Tout est construit en briques sauf les chapiteaux, et les briques, sauf les colonnes de briques, sont recouvertes de stuc peint. Alors, le stuc peint a disparu et il reste les briques. Alors, dans cette maison au Grand Portail, ce qui est intéressant, c'est le portail, d'où le nom. Ce qui est intéressant aussi, éventuellement, ce sont des fresques qui ont été déposées et qui sont montrées au musée de Naples. Des fresques, notamment, celle-ci, vous voyez, qui donne une impression d'architecture en trompe-l'œil.
Alors ça, c'est très caractéristique de la dernière phase de la peinture romaine, le quatrième style de la peinture romaine. Troisième, quatrième style de la peinture romaine. Donc on peut penser que ces fresques, lorsque l'éruption se produit, n'avaient pas été réalisées depuis très longtemps, peut-être quelques dizaines d'années, mais guère plus. Donc nous avons visité la maison samnite, la maison au grand portail. Maintenant nous revenons sur le Cardo 4, donc sur la rue principale. On a visité la maison samnite ici. On va entrer dans la maison au mobilier carbonisé ou du mobilier carbonisé et dans la maison de Neptune et d'Amphitrite. Alors la maison du mobilier carbonisé, qui est donc voisine de la maison samnite sur la rue, est remarquable par ses fresques. Des fresques qui, vous voyez, donnent ici une impression d'architecture en trompe-l'œil, et puis vous avez des petits tableaux teints qui vous montrent des scènes, ou bien des bouquets, ou bien des oiseaux. Là, nous avons affaire au quatrième style de la peinture romaine. C'est-à-dire vraiment cette espèce de souci décoratif très poussé. Et donc on peut penser que ces fresques-là étaient très récentes lorsque la maison a été détruite. Mais enfin, si la maison au mobilier carbonisé porte ce nom, c'est que, bien sûr, on a découvert du mobilier carbonisé dans la maison. C'est-à-dire, la nuit ardente a été destructrice, oui, mais elle a carbonisé les vestiges organiques, elle a carbonisé les bois et les boiseries, d'ailleurs, pas seulement le mobilier. Et ce faisant, dans certains cas, le meuble s'est préservé jusqu'à nos jours. Alors, il a fallu consolider, bien sûr, il a fallu le restaurer, mais vous avez là, incontestablement, un guéridon. Ou alors ici, carrément, une petite armoire, une table de chevet ou quelque chose comme ça, qui peut-être pouvait être utilisée. Ce qui a été conservé, c'est le bois, ce n'est pas le contenu de l'armoire. On ne voit pas cela à Herculanum ni au musée de Naples. Le meuble est évidemment trop fragile pour être exposé. Alors, à côté de la maison du mobilier carbonisé, la maison de Neptune et d'Amphitrite, on va voir pourquoi cette maison porte ce nom, mais cette maison de Neptune et d'Amphitrite a un point commun avec la maison voisine, c'est qu'elle aussi a du mobilier carbonisé, puisque l'une des pièces donnant sur la rue était en fait une petite boutique, on dirait aujourd'hui de street food, ou bien de fast food. On parle plutôt de thermopolium dans l'Antiquité, c'est-à-dire une boutique où l'on peut acheter de la nourriture chaude et la consommer sur place, ou éventuellement l'emporter si on veut. Et donc, dans cette boutique, il y a les récipients en usage en Antiquité, c'est-à-dire les amphores. Les amphores ne contiennent pas seulement du vin, elles peuvent contenir tout liquide qu'on veut, de l'huile par exemple, ou elles peuvent contenir aussi des matériaux solides, des olives, des noix, tout ce qu'on veut. Et ces amphores, vous voyez, sont rangés sur des étagères en bois, qui se sont conservées, donc grâce, si l'on peut dire, à l'éruption. Ce qui s'est conservé aussi, c'est une galerie pour l'étage. Voilà donc un aspect de cette maison de Neptune et d'Amphitrite. Mais la salle la plus intéressante dans la maison de Neptune et d'Amphitrite, c'est le triclinium d'été, c'est-à-dire une salle non couverte, une petite cour si l'on veut, dans laquelle on a aménagé un triclinium. Alors, le triclinium, c'est l'installation qui est nécessaire pour les repas, pour les banquets. On dépose des coussins de part et d'autre de ce petit espace. Dans cet espace, on met une table et des plats sur la table. Et donc, les convives allongés sur ces coussins peuvent manger, converser, discuter, rire peut-être, ou alors peut-être échanger des propos philosophiques de haute tenue, enfin, comme on veut, donc dans ce qui est une salle à manger en fait, triclinium d'été parce qu'il est à ciel ouvert, peut-être il y en avait un autre pour les jours d'hiver. Alors, particularité de ce triclinium d'été, c'est qu'il est décoré de mosaïques, les murs sont décorés de mosaïques, montrant des animaux, des scènes de chasse peut-être, et montrant ici donc les noces de Neptune et d'Amphitrite, d'où le nom de la maison. Alors, les noces de Neptune et d'Amphitrite, c'est un élément de la mythologie qui n'est pas majeur. Le dieu Neptune épouse la Néréide Amphitrite à un moment donné, mais ça ne donne pas beaucoup de résultats dans les différents développements de la mythologie. Alors, particularité de ces mosaïques, elles sont fixées dans une maison, une belle maison, mais dans une maison relativement moyenne, d'une bourgade, tout ce qui est plus moyen en campagne. Ce n'est pas une grande résidence princière, pourtant il y a des mosaïques. Ça donne donc une idée de la diffusion
de l'art de la mosaïque. On a l'impression que les mosaïques se rencontrent seulement dans les palais impériaux, dans les très grandes villas. Non, c'est aussi le cas chez des personnes plus modestes, pas pauvres quand même pas, mais chez des personnes plus modestes. Deuxième particularité de ces mosaïques, elles sont précisément datées. Je veux dire, elles existent en 79 et le volcan les recouvre. Donc on peut dater l'apparition de ces mosaïques murales. Toutes les mosaïques antiques que l'on avait avant la découverte de celle-ci, toutes les mosaïques antiques étaient des mosaïques de sol. Et voilà que l'on a une mosaïque murale. Donc c'est la plus ancienne mosaïque murale conservée. Alors dira-t-on, c'est assez logique. Herculanum a été détruit d'une façon telle que les murs ont été conservés. Alors que dans un site archéologique, en général, par exemple à Pompéi, les murs n'ont pas été vraiment conservés. Donc s'il y avait eu des mosaïques sur les murs, les mosaïques ont disparu. En tout cas, là, elles existent et elles ont donc une place particulière dans l'histoire de la mosaïque. Donc, maison de Neptune et d'Amphitrite dans la partie centrale de la ville d'Herculanum. Voilà 3 ou 4 maisons, comme vous voyez, qui ont une certaine qualité, mais enfin qui ne sont pas de grands palais. Il n'y a pas de grand palais à Herculanum, sauf peut-être la maison de la villa des Pisons. Alors, si l'on avance maintenant vers le front de mer, là nous avons visité 3 maisons dans cet autre quartier. Bon, les maisons qu'on vient de voir se trouvent ici. Là, on franchit la rue, en fait. Hein. Tout cela est très, très petit. Hein. Il n'y a que quelques dizaines de mètres, en fait, à parcourir. Mais on va donc visiter une maison ici, et cette maison qui est là, c'est un plan un petit peu compliqué, et celle-ci. C'est-à-dire, nous commençons par la maison à la cloison de bois. La maison à la cloison de bois, je crois que la photographie le montre bien, c'est l'une des mieux conservées d'Herculanum, puisqu'elle a conservé non seulement ses murs, mais même ses étages et même son toit. Le toit qui a été restauré, certes, les poutres ont été remplacées, mais quand même cette maison est quasiment intacte. Et donc, cette maison à la cloison de bois est évidemment, comme toutes les maisons méditerranéennes, déjà à l'époque, un peu repliée sur elle-même. Hein, on s'efforce de ne pas trop s'ouvrir vers la chaleur. Et donc, voilà un aspect de l'atrium de cette maison à la cloison de bois. Alors, un atrium de grande proportion, comme pour la maison samnite, avec un étage, il y en a même 2. Bon, les étages aujourd'hui ne sont pas accessibles dans les maisons d'Herculanum pour des raisons de sécurité, on comprend bien. Mais enfin, ils existent. Et donc, un compluvium, et puis un impluvium dans le toit. On a déposé ici, près du compluvium, une table de marbre qui était dans les étages. Et vous voyez que la maison a conservé sur ses murs une partie de sa décoration, c'est-à-dire des stucs peints imitant le marbre, qui se sont conservés en partie. Alors, la particularité de cette maison à la cloison de bois, c'est justement la cloison de bois que l'on a là, c'est-à-dire un système composé de 3 portes à double battant, une porte à double battant ici, une autre là, ces portes sont conservées, et puis ici, dans la partie centrale, une porte à double battant qui ne s'est pas conservée. Le tout étant décoré de clous, d'incrustations de bronze. Donc, il est probable que dans les maisons d'Herculanum ou dans les maisons campaniennes du 1er siècle de notre ère, ces cloisons de bois devaient être assez répandues, assez courantes. La particularité de celle-ci, c'est que malgré l'éruption, elle s'est conservée jusqu'à nos jours, puisque le bois a été carbonisé, mais n'a pas été vaporisé. Alors voilà une autre vue de l'atrium de la maison à la cloison de bois, oui, un atrium de grande taille, et donc ce système de impluvium, compluvium et cisterne qui permet d'avoir toujours une réserve d'eau. Deuxième maison du quartier du front de mer, la maison du relief de Télèphe qui est ici. Alors je vous montre que le plan est complexe puisqu'on a ici un premier atrium, on a là un péristyle, on a là d'autres pièces et tout cela débouche sur une terrasse en front de mer. Donc, un plan assez compliqué qui traduit sans doute les différentes phases de l'élaboration de la maison. Et cette maison du relief de Télèphe est intéressante surtout par son péristyle, donc une cour qui est un jardin en fait, entouré d'une colonnade. Donc les colonnes se sont conservées à peu près. Bon, ici, bien sûr, c'est une colonne récente. Les colonnes se sont conservées à peu près. Donc la colonne de briques, doublée de stucs peints. Et dans l'entrecolonnement, on suspend ce qu'on appelle des ossilla, c'est-à-dire des petites plaques d'albâtre ou de marbre qui sont décorées de petits reliefs
représentant des personnages mythologiques généralement, hein, le tout pouvant osciller un peu avec le déplacement de l'aérofaisceau encore aujourd'hui, de toute façon. Et donc, il y en a dans cette maison du relief de Télèphe, et le nom de la maison vient en fait de ce relief qui est fixé ici dans le mur, dans une autre partie. C'est un bas-relief réalisé en style néo-athénien, si l'on peut dire. Il nous montre des personnages évoquant le mythe de Télèphe. Alors, vous savez peut-être que Télèphe était l'un des fils d'Hercule, et pour des raisons compliquées, je ne vais pas entrer dans le détail, mais pour des raisons compliquées, ce fils d'Hercule est blessé par Achille, de telle sorte que cette blessure ne peut pas guérir, sauf si Télèphe se livre à une série, non pas de travaux comme pour Hercule, mais une série d'activités variées. Et le sculpteur nous montre sur ce relief 2 moments du mythe de Télèphe, et en particulier la scène où il y a la lance et la blessure qui sera difficile à guérir. Donc, dans cette bourgade moyenne de la Campanie antique, on voit que les mythes classiques sont bien présents. Donc, la maison en relief de Télèphe, le péristyle, les colonnes, la sculpture dont on vient de parler, et donc la terrasse. Donc, quand on suit un couloir, on arrive sur cette terrasse. Donc, il y a une terrasse bien décorée avec du stuc peint qui évoque le marbre, une terrasse avec une pergola, bon la pergola a été rétablie bien sûr, cette portion de la colonne a été rajoutée aussi, mais une terrasse surtout avec une vue magnifique sur la baie de Naples. Vous pouvez voir, si vous regardez bien, vous pouvez voir à gauche la péninsule de Sorrente et l'île de Capri, et à droite, sur l'horizon, l'île d'Ischia, et donc toute la côte jusque Naples, le Posillipe, le Cap Misène. Enfin, vous pouviez voir cela avant l'éruption, parce que bien sûr l'éruption a apporté toute cette épaisse couche de matériaux volcaniques, 20 mètres d'épaisseur, qui a recouvert toute la ville et qui a malheureusement, pour la maison du relief de Télèphe, qui a détruit la vue, qui a détruit le point de vue. Alors voilà, donc une des belles maisons panoramiques, comme on dit, d'Herculanum, avec cette terrasse. La maison voisine, qui est la maison des Serres, est aussi une maison panoramique. Elle a, elle aussi, une terrasse. Et on va donc entrer dans cette maison des Serres maintenant. Alors, maison des Serres, évidemment, c'est facile de comprendre que le nom vient des sculptures qu'il y avait dans le jardin et qui représentent des serres, deux groupes de serres qui sont dans le jardin. Cette maison des Serres a la particularité d'être, si on peut dire, double. Il y a une première partie que vous voyez là, qui est la partie, si on peut dire, hiver de la maison, c'est-à-dire la partie couverte de la maison, avec un atrium, avec le trou dans le toit, avec un triclinium, donc la salle à manger d'hiver, et puis un étage qui est partiellement conservé. Et puis, il y a une deuxième partie de la maison qu'on ne voit pas sur la photographie. Elle se situe, si vous voulez, dans le dos de celui qui a pris la photo, dans mon dos, en somme, quand j'ai pris la photo. Et donc, 2 parties qui sont reliées par ces constructions que vous avez ici. Ce n'est pas une colonnade, ce n'est pas un péristyle, c'est une galerie couverte avec parfois des fenêtres qui ont été percées dans les murs, qui ont été ménagées dans les murs. C'est ce que l'on appelle un cryptoportique, un portique où l'on est à l'abri, où on est à l'abri des intempéries éventuellement, dans le cas d'hiver, il pleut à Naples. Et donc ce cryptoportique, voilà à quoi cela ressemble, c'est une galerie couverte qui fait le tour du jardin et qui était décorée à l'intérieur par des peintures murales, soit géométriques, soit figuratives, et qui permet donc de passer d'une partie de la maison à l'autre partie de la maison. Lorsque la maison a été déblayée dans l'entre-deux-guerres, on a maintenu ce trou qui avait été percé dans le mur par les premiers fouilleurs à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle. Les premiers fouilleurs qui arrivent par galerie, par tunnel. Hein. Lorsqu'ils tombent sur un mur, évidemment, ils ne cherchent pas la porte, ils percent le mur pour passer de l'autre côté. Donc la décision a été prise de maintenir le trou pour rappeler ce que pouvait être la nature des fouilles dans la première partie de l'histoire des fouilles à Herculanum. Alors, empruntons ce cryptoportique pour aller dans la deuxième partie de la maison, voilà, la partie été, disons, ouverte sur la mer, avec une terrasse, une pergola, avec une vue magnifique, dont je vous ai déjà expliqué, hein, vue détruite par l'éruption, bien sûr, mais particularité aussi, une terrasse qui surplombe le front de mer qui est là juste en contrebas.
Donc, c'est ce qu'on appelle encore une villa panoramique d'Herculanum. C'est l'un des plus beaux points de vue qui pouvaient exister à l'époque, probablement. Voilà, donc cette maison des serres, on la voit ici, la partie hiver, la partie été, la pergola, la vue surplombant le front de mer, surplombant le littoral ancien, et donc ces zones qui se situent directement sur le littoral, c'est-à-dire les hangars à bateaux, c'est-à-dire l'aire sacrée avec les deux temples, les thermes éventuellement, et l'esplanade de Nonius, par quoi nous allons terminer cette promenade dans la ville d'Herculanum, voilà, l'esplanade de Nonius. Donc imaginez-vous que cette esplanade dominait la mer et que tout ce que vous voyez ici, ce sont les matériaux volcaniques entassés par le volcan en 79. Alors, Nonius, c'est Marcus Nonius Balbus. Marcus Nonius Balbus, c'est un personnage qui est connu, qui est bien connu. Il a exercé des fonctions importantes, il a parcouru les degrés de la carrière des honneurs, le cursus honorum. Il a été tribun, il a été préteur, il a été même pro-préteur de Crète et de Cyrénaïque, c'est-à-dire gouverneur de province après avoir été préteur, pro-préteur de Crète et de Cyrénaïque, disons au début du règne d'Auguste, donc dans les années 20 avant Jésus-Christ. Lorsque l'on est propréteur, la suite logique, c'est de devenir consul. Et Marcus Nonius Balbus n'est pas devenu consul, probablement parce qu'il est mort prématurément. Alors, qui est-ce? Eh bien, c'est peut-être quelqu'un qui est né à Herculanum, en tout cas, c'est le protecteur d'Herculanum, clairement. On sait par les inscriptions qui ont été retrouvées qu'il a financé un certain nombre d'installations à Herculanum. Il a financé donc diverses installations du côté de la basilique, du côté du marché. Il a joué un rôle de bienfaiteur pour la cité, ce qu'on appelle en termes techniques dans l'Antiquité un rôle d'évergète. Et donc la communauté civique reconnaissante a consacré à Marcus Nonius Balbus plusieurs inscriptions et 2 statues. Une statue équestre du côté de la basilique et cette statue en pied sur l'esplanade du front de mer, là où il y avait la tombe de Marcus Nonius Balbus, il y a aussi la statue le montrant. Alors cette statue est tout à fait intéressante puisqu'elle a été découverte par morceaux. On a d'abord trouvé le socle. La statue avait été emportée bien sûr par le volcan. On a d'abord trouvé le socle avec l'inscription et donc le nom du personnage. Puis ensuite, on a trouvé la tête. Là, nous sommes dans les années 1940. Puis on a trouvé dans les années 1980 le bras droit, puis la moitié gauche du corps. Et donc, ayant la tête, un bras et la moitié gauche du corps, on s'est dit on peut reconstituer la statue. Pour le moment, il manque la moitié droite du corps que l'on n'a pas trouvé encore. Et la statue a été reconstituée, comme vous le voyez. Et bien sûr, ce qu'on voit là, c'est une copie. L'original est à Naples. C'est une copie qui est proposée à l'admiration des visiteurs et exposée aux intempéries. Alors voilà, avec Marcus Nonius Balbus se termine la visite d'Herculanum. Il nous reste une maison à voir, une seule, mais quelle, qui est la villa des Pisons. Villa des Pisons, qu'on appelle aussi la villa des Papyrus. Et cette villa des Pisons est complètement différente des maisons qu'on vient de voir. On va reprendre le plan d'Herculanum. Les maisons que nous venons de visiter se situaient ici, du côté du Cardo 4, maison samnite, maison au grand portail, maison de Neptune et d'Amphitrite, maison bicarbonisée. La maison à la cloison de bois est ici, la maison de Télèphe est là, la maison des Serres est ici, et la villa des Papyrus est là. Vous voyez, elle est un peu extérieure à la ville, bon, pas de beaucoup, mais un peu extérieure à la ville. Cette villa des Pisons, c'est ce qu'on appelle une villa suburbaine, très comparable à celle que l'on trouve dans la partie ouest de la baie de Naples, du côté de Pouzol, du côté de Bailly, du côté du lac Lucrin, de la caverne. C'est une maison de ce genre-là que l'on trouve, une grande villa suburbaine. C'est une maison qui a été découverte au milieu du XVIIIe siècle par des galeries souterraines, par des tunnels, qui a été repérée par des galeries et par des tunnels. Et donc on a dessiné au XVIIIe siècle le plan de la maison, c'est ce que vous voyez là, le plan qui a été levé en quelque sorte au milieu du XVIIIe siècle. Une partie de la maison n'a pas été explorée au milieu du XVIIIe siècle, ni maintenant.
Et donc, une fois qu'on a eu le plan sous les yeux, on s'est rendu compte que c'était une villa absolument monumentale, avec plusieurs atriums, avec plusieurs péristyles, avec de nombreuses pièces, l'entrée se faisant par ici, et puis un jardin entouré d'une colonnade, donc un péristyle et un bassin central, un jardin qui mesure quand même 100 mètres de long. C'est très très impressionnant. Et tout au bout du jardin, un petit belvédère avec une sorte de gloriette qui a été élaborée. Donc une maison spectaculaire, ce qui fait que lorsque, dans les années 50, Paul Getty, la fondation Paul Getty en Californie, ont voulu bâtir un lieu afin de présenter la collection d'antiques de Paul Getty, eh bien, la décision a été prise de construire une réplique de la villa des papyrus. Et c'est ce que vous voyez là. Donc, elle se trouve à Los Angeles, dans Pacific Palisades. Et donc, c'est la maison des papyrus telle qu'on l'imagine, telle qu'on se la représente dans les années 50. Et voilà donc ce que ça donne, c'est-à-dire les corps de bâtiments qu'on a vu tout à l'heure, et puis le péristyle sur le jardin, avec évidemment dans le jardin beaucoup d'œuvres d'art. Alors les œuvres d'art dans le musée, elles sont rangées dans les pièces, les œuvres d'art dans la villa antique étaient sous la colonnade ou dans le jardin selon le matériau, et donnaient donc un aspect sans doute tout à fait plaisant. Et puis, les fouilles ont repris dans les années 80 et 90, et on s'est rendu compte qu'un aspect de la villa des Pisons nous avait échappé. C'est que cette villa était installée sur plusieurs terrasses, donc plusieurs niveaux, des niveaux différents, jusqu'au niveau de la mer. Et que donc la villa était non seulement de grande taille, impressionnante, mais elle devait avoir un aspect réellement monumental, parfaitement décoratif, si on veut, sur ce relief. Alors on dit Villa des Pisons parce que le personnage qui en était propriétaire, c'est donc Lucius Calpurnius Pison Caesoninus, donc vous voyez ces dates, on sait qu'il est encore vivant en 43 avant Jésus-Christ, on ne sait pas quand il meurt, mais enfin sans doute peu de temps après. Alors c'est un grand personnage, il appartient à une famille, donc la famille des Pisons qui est réputée. C'est un grand personnage, lui est consul en 58 avant Jésus-Christ. C'est un grand personnage parce que, vous voyez, en 59, il devient le beau-père de Jules César. Sa fille, Calpurnia, est la quatrième et dernière épouse de Jules César. Si vous connaissez les circonstances de la mort de César en 44, lorsque César se rend le jour des Ides de Mars à la curie de Pompée, donc pour tenir une séance du Sénat et pour y être assassiné, Calpurnia lui remet un billet en lui disant « Prends connaissance des rêves que j'ai faits », enfin, elle essaie de le mettre en garde, et César ne lit pas le billet, on le retrouvera dans sa main après son assassinat. Donc, Calpurnius Pison est un personnage tout à fait important. C'est un membre d'une grande famille, d'une famille sénatoriale, qui est connue avant lui, qui est connue après lui aussi, enfin, c'est une vraie dynastie. Le problème, c'est que la villa dont nous avons les ruines a été construite au début du règne d'Auguste, c'est-à-dire après la vie de Lucius Calpurnius Pison Caesoninus. Donc ce sont ses enfants, ou ses petits-enfants, qui ont fait construire la villa que nous avons. Enfin, sans doute sur le terrain qui appartenait antérieurement à Lucius Calpurnius Pison Caesoninus. Cette villa, tout à fait importante, c'est donc une villa suburbaine, une villa pas exactement à la campagne, mais pas en ville en tout cas. C'est une villa très riche, somptueusement décorée. Voilà un dessin d'artiste qui nous donne l'impression que pouvait donner la villa des Pisons avec les terrasses, avec la dénivellation jusqu'au bord de la mer. Donc, les bâtiments, cette partie-là qui n'est pas fouillée, les bâtiments, le jardin avec le péristyle, et puis le belvédère tout au bout. Beaucoup de salles sur plusieurs niveaux. Je vous prie de noter les salles qui sont là, on va en reparler, c'est la bibliothèque. Et donc, beaucoup d'œuvres d'art réparties dans les bâtiments et dans le jardin, beaucoup d'œuvres d'art qui ont été, pour certaines, qui sont pour certaines exposées au Musée archéologique national de Naples. Il y a plusieurs salles consacrées à la Villa des Pisons. Vous avez ici le plan de la Villa des Pisons tel que les archéologues du XVIIIe siècle l'avaient dessiné. Et donc dans ces salles du musée de Naples, eh bien, on trouve quelques-unes des statues qui figuraient dans la Villa d'Herculanum, donc des statues en bronze ou bien des statues en marbre. Et puis, tout un ensemble de statues de coureurs en bronze ou bien d'écrivains, de philosophes, de
tragiques en marbre, et des statues qui étaient aussi disposées dans le jardin par groupe. Notamment, il y a un groupe de personnages, un groupe de, si on peut dire, de héros grecs, donc un roi hellénistique, ou ici un roi d'Épire, des héros grecs qui sont comparés à des héros romains, comme Scipion l'Africain, le vainqueur d'Hannibal, ou bien le personnage qu'on appelle habituellement Sénèque, sans qu'on sache bien qui il représente en fait. Donc, on met en parallèle des Romains avec des Grecs. C'est exactement la technique que Plutarque emploiera par la suite, les vies parallèles, Plutarque vit au IIe siècle, et donc dans ces vies parallèles, il met en balance les grands héros de l'histoire grecque et les grands héros de l'histoire romaine en donnant la faveur, en accordant la palme aux héros grecs, parce que Plutarque est grec, mais chez les Pisons, on est romain, donc c'est plutôt les héros romains qui sont soulignés. Il faut comprendre que les Pisons constituent une famille sénatoriale, où on est sénateur de père en fils pendant plusieurs générations, et les sénateurs romains sont des personnages absolument puissants, même à la fin de la République. Ils sont socialement puissants, je veux dire. L'historien Polybe, au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui était grec, et qui a vécu dans l'entourage, non pas des Pisons, mais des Scipions, Polybe décrit le Sénat et il qualifie, c'est une expression qui est très frappante, il qualifie le Sénat comme ceci, une assemblée de rois. Et donc les sénateurs sont à leur échelle des rois. Et chez les Pisons à Herculanum, on a voulu reconstituer une ambiance quasi royale, ressemblant à l'ambiance qu'on pouvait trouver dans un palais royal grec hellénistique. C'est vraiment l'objectif qui a été poursuivi et qui probablement avait été atteint. Alors, particularité tout à fait extraordinaire de cette villa d'Herculanum, cette villa des Pisons, elle comportait une bibliothèque, ça c'est pas extraordinaire, il y en avait certainement ailleurs, mais cette bibliothèque s'est trouvée conservée jusqu'à nos jours grâce au volcan. La villa s'appelle Villa des Papyrus parce qu'on a découvert dans la villa une bibliothèque. Alors voilà le secteur de la bibliothèque, qui a été excavé non pas au XVIIIe siècle, on n'a rien excavé au XVIIIe siècle, mais qui a été excavé dans les années 90 du XXe siècle, et lorsque les fouilles avaient repris à Herculanum, de manière à comprendre bien l'organisation des lieux. Les papyrus eux-mêmes avaient été découverts exactement en 1753. C'est une bibliothèque qui est entièrement composée, on va le voir, de papyrus rédigés en grec, et donc il est possible qu'il y ait dans la partie non fouillée encore de la maison une autre bibliothèque latine, celle-là, c'est possible. En tout cas, on ne l'a pas trouvée. Alors, donc la bibliothèque est dans cette partie de la maison. Bibliothèque, pour nous, cela, c'est un mot grec, comme vous savez, cela signifie pour nous une pièce, ou éventuellement un bâtiment, qui est aménagé pour recevoir des livres. Mais bibliothèque, en grec, dans l'Antiquité, ça signifie meuble pour recevoir des livres. Eh bien, dans la villa des Pisons, il y a une pièce, et pas seulement un meuble. Donc, imaginons une pièce entière dotée d'étagères sur lesquelles on pose les rouleaux de papyrus. Nous sommes au 1er siècle de notre ère, les livres sont des rouleaux de papyrus, les livres en forme de cahiers, en forme de codex, comme on dit, commencent à apparaître au 2e siècle de notre ère, au 1er siècle, il n'y en a pas. Ces livres, donc, étaient déposés sur les étagères de la pièce. La pièce était, je dirais, relativement refermée sur elle-même. Enfin, il y avait une porte, évidemment, il y avait aussi sans doute une fenêtre, mais elle n'était pas largement ouverte sur l'extérieur, contrairement à un péristyle, par exemple. Ce qui fait que lorsque l'éruption s'est produite, l'aérosol très chaud, composé de matériaux divers, de gaz, de vapeur d'eau, de roches, de boue éventuellement, qui s'est précipité à grande vitesse donc dans les minutes qui ont suivi l'émission sur la villa, eh bien, cet aérosol s'est trouvé littéralement injecté, sous pression si l'on peut dire, injecté dans la pièce. Et donc en quelques secondes, les manuscrits, les volumes de papyrus se sont retrouvés noyés, recouverts dans cette boue très chaude qui les a carbonisés, mais qui ne les a pas détruits, qui ne les a pas écrasés, qui ne les a pas pulvérisés, si l'on peut dire. Ils ont été cuits et conservés. Si bien que lorsque
on les découvre en 1753. La première réaction des fouilleurs a été d'interpréter ce qu'ils voyaient comme des bûches de bois destinées à être brûlées ou ayant brûlé dans l'éruption. Puis on a vite compris que le poids n'y était pas et qu'il s'agissait donc de volumes de papyrus. Voilà à quoi ressemble un volume de papyrus, un rouleau de papyrus. Vous voyez la taille, c'est tout petit, 20 cm environ de long. Et donc le volume est entouré sur lui-même. Il peut, quand on le déroule complètement, il peut atteindre une longueur de quelques mètres. On a des papyrus enfin des papyrus collés les uns aux autres, évidemment, qui s'étendent sur une quinzaine de mètres. Le tout est donc roulé et on déroule le rouleau de la main droite, on l'enroule de la main gauche et puis on lit le texte de cette façon. Alors, on savait bien sûr que les livres antiques étaient des volumes, étaient des rouleaux de papyrus, mais là, avec ces papyrus herculanum, nous avons directement des livres antiques authentiques. Bon, le problème, c'est qu'ils sont carbonisés. Tous les papyrus antiques ne sont pas carbonisés. Seuls les papyrus d'Herculanum sont carbonisés. Il y a quelques-uns en Grèce éventuellement, mais c'est tout à fait particulier. Je vous montre là une photographie de papyrus tel qu'on en trouve en Égypte. Je parle de papyrus de l'Égypte grecque et romaine, pas de l'Égypte pharaonique, où les techniques de conservation ne sont pas les mêmes. Dans l'Égypte grecque et romaine, par exemple dans la ville d'Oxyrhynchos, Oxyrhynque, on utilise des papyrus sur lesquels, vous voyez, on écrit de manière très soignée un texte qui peut être un texte littéraire, un texte philosophique, un texte ayant de la tenue, donc calligraphié de manière très soignée. Et puis, au fil du temps, le papyrus se déchire, s'émiette, on a une autre édition du même texte, donc on met le texte au rebut et on va réutiliser le papyrus par morceaux pour y écrire ce qu'on peut écrire sur des brouillons, en réalité, nous en ça, nous aussi, hein, avec des revers d'enveloppe, par exemple. Et une fois que l'on a griffonné sur ces bouts de papyrus de récupération, on jette le tout. C'est ce qui s'est passé à Oxyrhynque, donc à l'époque légide, à l'époque romaine, avec cette particularité que là, précisément, le tas de détritus, eh bien, s'est conservé jusqu'à nos jours. Ce tas de détritus qui est composé de milliers, même de centaines de milliers de morceaux de papyrus. Ils ont été découverts dans les années 1890. Depuis les années 1890, on essaye de reconstituer les textes, donc de résoudre le puzzle en quelque sorte. On a commencé par le côté texte littéraire, on a donc découvert quantité de textes intéressants, des comédies de Ménandre par exemple, qui ont été découvertes comme ça. Et puis maintenant, les papyrologues et les historiens s'intéressent au revers de ces textes et essayent de comprendre ce qui a été écrit. Et donc, pour l'histoire sociale de l'Égypte romaine, c'est évidemment une source absolument fabuleuse. Bon, ça, ce sont les papyrus égyptiens qui sont bien conservés. Le papyrus est resté clair, bien sûr, tout a été déchiré, mais le papyrus lui-même est très bien conservé, il est un petit peu jauni simplement. Le papyrus d'Herculanum, c'est pas ça du tout. Il n'a pas été mis au rebut, il n'a pas été déchiré, il a été calciné simplement, il a été carbonisé. Alors depuis longtemps, on s'efforce de déchiffrer ces livres, on s'efforce d'abord de dérouler les rouleaux. Et le père Piaggio, au XVIIIe siècle, a mis au point cette machine qui ressemble à une machine de relieur, vous savez. Et donc, cette machine, on espère, enfin Piaggio espérait que cela lui permettrait de dérouler des rouleaux. Alors il s'est efforcé tous les jours de tirer un petit peu sur le rouleau de papyrus calciné mais pas pétrifié, hein, c'est pas la fossile. Tirer un peu sur le rouleau en espérant qu'on arriverait à le dérouler. Le premier volume que Piaggio s'est efforcé de dérouler, il lui a fallu donc presque 4 ans pour dérouler un rouleau, et plus exactement pour arriver à comprendre qu'on n'arriverait pas à dérouler les rouleaux. Tout ce qu'on arrive à faire, c'est émietter les rouleaux, et puis finalement on arrête. Donc on a déroulé des rouleaux au XVIIIe siècle, un petit peu au XIXe siècle, puis quand on a vu le résultat, vous voyez là la photographie, il faut comprendre que ça ne donne rien. Ça ne donne rien et on a donc arrêté. Ça ne donne rien, encore que parfois, le papyrus était peut-être caché derrière, enfin, il n'a pas été exposé directement au flux brûlant, et donc, bien sûr, il s'est calciné, mais pas complètement. Et donc, peut-être qu'on peut arriver à lire quand même quelque chose. Là, sur ce morceau de papyrus d'Herculanum, le texte est lisible. Alors, ce n'est pas facile à lire, il faudrait améliorer le contraste, on a des techniques maintenant qui permettent de faire ça, mais enfin, on arrive à comprendre qu'il s'agit d'un texte de Philodème de Gadara dont je vais parler. Donc, les rouleaux de papyrus ont pu être
partiellement déchiffrés depuis la fin du XVIIIe siècle, mais partiellement seulement. Et de nos jours, on a mis au point une autre technique pour arriver au même résultat, c'est-à-dire lire ce qu'il y a à l'intérieur. On a employé des techniques, alors je vais simplifier un petit peu, des techniques qui ressemblent à l'imagerie médicale, que vous connaissez certainement, la radiographie, la scanographie, l'IRM, des choses de ce genre, c'est-à-dire tout ce qui permet d'utiliser des radiations, des rayons X, et de les interpréter avec des logiciels. Ce qui permet de reconstituer l'intérieur du rouleau, c'est ce que vous voyez là, le papyrus d'Herculanum Paris numéro 4, on voit l'intérieur du rouleau, mais on n'a pas ouvert le rouleau. C'est donc disons un scan, c'est pas exactement un scan, mais ça ressemble un petit peu à ça. Donc on reconstitue l'intérieur du rouleau. Et si on fait des coupes suffisamment fines, on va pouvoir arriver à reconstituer l'intérieur des spires du rouleau, parce que le texte est inscrit sur les spires du rouleau, évidemment. Et donc ça nous donne ça. C'est tout à fait clair. Donc le rouleau est resté intact, on l'a déroulé virtuellement et on arrive à reconstituer le texte. Ici, on distingue très bien un epsilon, un iota, un pi, un omicron et un autre iota. Bon. Et cela nous donne un mot, ou un fragment de mot, ou un fragment de texte. Donc imaginez qu'on peut ainsi, on peut ainsi déchiffrer le texte, on peut ainsi former l'espoir de déchiffrer le texte plus tard, d'arriver à ça, de reconstituer le texte. Parfois, c'est possible, en employant soit la méthode traditionnelle, c'est-à-dire essayer de lire les morceaux de papyrus déroulés, ou bien la méthode moderne que je viens de vous décrire, et Daniel Delattre donc, a réussi à faire cela pour un certain manuscrit dont je parlais après. Sauf que, évidemment, c'est quand même une technique difficile. Donc, à l'heure actuelle, papyrologues et physiciens sont en train d'essayer d'utiliser une intelligence artificielle. Vous savez, l'intelligence artificielle, c'est un logiciel à qui on apprend un certain nombre de règles, et ce logiciel, avec un effet d'apprentissage, va progresser, va réussir à obtenir des résultats remarquables. Une intelligence artificielle a appris les règles du jeu d'échecs, et puis, avec l'effet d'apprentissage, a fini par être capable de battre les meilleurs grands maîtres internationaux aux échecs. C'est cette méthode-là que l'on est en train d'essayer de tester pour déchiffrer virtuellement les rouleaux de papyrus d'Herculanum. Désormais, on a complètement abandonné l'idée de les dérouler physiquement, mais on est en train de les dérouler virtuellement. Et donc, on peut espérer déchiffrer et lire le texte. Qu'est-ce que ça signifie au juste que lire le texte? C'est reconstituer le texte. Nous sommes habitués, nous, à utiliser des textes, que ce soit la méthode ancienne du papier ou la méthode moderne de l'écran. Dans tous les cas, le texte a toujours la même forme, la même apparence. C'est-à-dire, il est structuré en mots, il est structuré en phrases, il est structuré en paragraphes, en chapitres, en pages, tout cela pouvant être numéroté. Il y a des numéros de pages, des numéros de lignes, enfin bref, on peut se repérer très bien dans un texte. Un texte antique correspond à des méthodes, à des règles, à des conventions qui ne sont pas du tout les mêmes. Le texte antique a été écrit par un scribe, un professionnel, qui a écrit le texte lorsque celui-ci est mis en forme, bien calligraphié. C'est un professionnel qui le fait. Les auteurs n'écrivent pas, enfin ils écrivent pour composer leur texte, bien sûr, pour composer leur livre, mais ils n'écrivent pas la version définitive du texte. Ce sont des spécialistes qui le font. Les textes ne sont pas structurés en mots, ni en phrases, ni en pages, évidemment, parce qu'il n'y a pas de pages. Les lettres ont la même taille, nous parlerions-nous de capitales ou de majuscules, et les mots ne sont pas séparés les uns des autres. Donc ça nous donne évidemment quelque chose qui est un petit peu compliqué, mais enfin les papyrologues peuvent interpréter tout cela. Et puis ensuite, évidemment, on reconstitue un texte qui est dans la langue originale, c'est-à-dire le grec pour la plupart des manuscrits d'Herculanum. Et donc, une fois qu'on a fait tout cela, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on constate que les rouleaux de papyrus, il y en a des centaines. Les rouleaux de papyrus d'Herculanum sont presque tous des livres
de philosophie. En fait, on a mis la main sur une bibliothèque philosophique antique. La bibliothèque philosophique d'une école de philosophie. Une école qui devait être installée probablement à Athènes, et cette bibliothèque a été transférée, transportée, probablement dans les années 80 avant Jésus-Christ, jusque chez les Pisons, jusqu'à Herculanum. Cette bibliothèque, c'est une bibliothèque d'école, c'est-à-dire que les textes, l'Épicure par exemple, existent en plusieurs exemplaires, comme s'il y avait plusieurs lecteurs qui allaient les consulter. Les auteurs de ces textes portent des noms bien connus, comme par exemple Épicure, Démétrios Lacon, Polystrate, et surtout Philodème de Gadara. La bibliothèque d'Herculanum est composée en grande partie, de textes écrits par Philodème de Gadara. Alors, qui était Philodème de Gadara? Eh bien, c'est un philosophe épicurien qui vivait, qui était un contemporain de Pison Césoninus, dont on a parlé tout à l'heure. Philodème de Gadara, donc c'est un philosophe épicurien qui s'est formé à Athènes. Il était originaire de la Dodécapole syrienne, donc en Jordanie aujourd'hui, et il s'est formé à Athènes, il parlait le grec donc, et ensuite il s'est transporté jusqu'en Campanie, jusqu'à Herculanum, jusqu'à Naples. Il a donné des cours de philosophie à Naples. On sait que le jeune Virgile a été l'élève de Philodème de Gadara. C'est un personnage qui vivait dans l'entourage de la famille des Pisons. On le sait parce que Cicéron était un ennemi personnel de Pison Césoninus, qu'il reprochait, lui Cicéron, de n'avoir pas été protégé par Pison Césoninus en 58 lorsque celui-ci était consul. Donc Cicéron a écrit un plaidoyer contre Pison, ça s'appelle comme ça, In Pisonem, dans lequel il dénonce les turpitudes de Pison, à tort ou à raison, peu importe, mais on comprend bien ce que c'est que Pison et ce que c'est que Philodème de Gadara, qui est évoqué par Cicéron. Cicéron plaint Philodème de Gadara, qu'il le respectait, d'avoir un élève aussi nul que Pison. Bon. Donc, un philosophe épicurien. Épicurien, aujourd'hui, ça signifie au fond quelqu'un qui est amateur de plaisir, qui est esclave de ses plaisirs, et il y a quand même plutôt une connotation négative dans la notion d'épicurisme dans le vocabulaire de nos jours. Dans l'Antiquité, c'est très différent. L'épicurisme, c'est un courant philosophique parfaitement repéré. Épicure vit à la fin du IVe, au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il y a plusieurs auteurs, donc je citais des noms tout à l'heure. Il y a donc Épicure, il y a Philodème. Les deux philosophes ont écrit beaucoup, on le sait, on l'a dit à l'époque, mais particularité, avant la découverte de la bibliothèque d'Herculanum, on n'avait quasiment rien conservé d'Épicure et quasiment rien conservé de Philodème de Gadara. Et voilà que dans cette bibliothèque d'Herculanum, il y a 36 livres de Philodème de Gadara et une dizaine de textes d'Épicure, dont le traité de la nature, qui est l'œuvre majeure d'Épicure, qu'on croyait complètement perdu et dont nous avons maintenant, dans cette bibliothèque d'école, nous avons maintenant plusieurs exemplaires. Donc ils sont en cours de déchiffrement et bien sûr en cours de publication. L'épicurisme, c'est une philosophie, oui, qui est attestée bien sûr dans l'Antiquité. C'est une philosophie qu'on peut, je ne veux pas approfondir le raisonnement, mais enfin, c'est une philosophie qu'on peut présenter de la façon suivante. Au fond, que recherchent les hommes? Le bonheur. Comment peuvent-ils obtenir le bonheur? En fuyant les troubles, en essayant d'éviter les troubles. Et donc, satisfaire ses plaisirs peut-être à condition de ne pas encourir le risque de subir des troubles. Et il vaut mieux se priver d'un plaisir que de risquer de subir un trouble. Donc le bonheur, c'est l'absence de trouble. Et ça, c'est un axiome fondamental pour les épicuriens. Deuxième idée caractéristique des épicuriens, ce bonheur, les hommes peuvent le réaliser en comptant sur eux-mêmes et sur personne d'autre, et certainement pas sur les dieux. Les dieux ne s'intéressent pas aux hommes. Et d'ailleurs, même s'ils s'y intéressaient, de toute façon, les dieux ne peuvent rien pour les hommes.
Et donc, les dieux sont les dieux, et puis les hommes ont à faire de leur côté. Ça, c'est une caractéristique tout à fait nette de l'épicurisme. Et c'est ce qui va apporter à l'épicurisme, aux épicuriens et aux textes épicuriens, des troubles, si on peut dire, enfin des difficultés majeures. D'abord, ils vont être critiqués par les autres philosophes stoïciens, mais surtout, ils vont être jugés très sévèrement par les théologiens chrétiens à la fin de l'Antiquité. Les pères de l'Église peuvent éventuellement tolérer la philosophie stoïcienne, mais certainement pas la philosophie épicurienne, puisque les épicuriens nous disent les dieux ne s'intéressent pas aux hommes. Alors ça, pour les chrétiens, c'est absolument incompréhensible, absolument inacceptable. Donc, les textes épicuriens, qui avaient été rédigés néanmoins, on sait qu'il y en avait beaucoup et on en a trouvé beaucoup à Herculanum, ces textes-là n'ont pas été recopiés au fil du temps dans les monastères. C'est ce qui fait que les textes épicuriens ont complètement disparu. Un peu comme si la philosophie épicurienne avait, si on peut dire, été victime d'une conspiration du silence. La mode est au complot en ce moment. Parfois, ça existe, les complots, effectivement. Et en l'occurrence, c'est bien le cas. C'est dans les monastères, pour les théologiens chrétiens, pour les pères de l'Église, épicurien et diabolique, c'est à peu près synonyme. Donc on ne conserve pas, on ne recopie pas les textes sulfureux. Et donc la philosophie épicurienne avait disparu. Épicure a beaucoup écrit, on le sait, Philodème aussi, mais rien de ce qu'ils avaient écrit ne nous avait été transmis, sauf quelques citations éparses, rien, sauf à Herculanum. Et voyez le paradoxe par lequel je termine, au fond, voilà des textes philosophiques de tout premier plan pour l'Antiquité qui avaient complètement disparu, mais grâce à l'éruption, grâce à la destruction de la villa des papyrus, grâce au travail des archéologues, grâce au travail des papyrologues, grâce au travail des physiciens aussi, eh bien, une partie de la littérature épicurienne est en train de réapparaître. Et c'est un paradoxe extraordinaire qui fait que nous avons raison, je pense, de nous intéresser à Herculanum. Et nous pouvons lire des textes épicuriens dans la bibliothèque de la Pléiade. Daniel Delattre, qui est donc l'un des meilleurs spécialistes de la question, a publié tous les textes épicuriens que nous avons, c'est-à-dire les quelques fragments qui nous ont été transmis quand même, et puis tous ceux qui émergent de la bibliothèque d'Herculanum. Vous pouvez les lire en français dans la bibliothèque de la Pléiade. Dans la collection de Budet des Belles Lettres, évidemment, vous trouvez le texte bilingue. Sinon, vous pouvez trouver aussi sous la plume de Michel Onfray. Michel Onfray, c'est un adepte de la théorie du complot, une contre-histoire de la philosophie, probablement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais enfin, vous avez dans ce volume des Sagesses antiques, c'est le premier tome de son histoire de la philosophie, vous avez un chapitre entier sur Philodème de Gadara. Donc là, c'est tout à fait sérieux. Ou alors, vous pouvez aussi, si vous voulez, vous procurer ce petit livre de Daniel Delattre qui vous présente la villa et puis les rouleaux d'Herculanum. C'est un livre qui a été publié en Belgique en 2005, mais qu'on peut encore trouver si on veut, sur Internet. Ou alors un de ces beaux livres publiés par l'Imprimerie nationale sur Herculanum, avec un texte assez simple, mais surtout de magnifiques photos, et une partie des photos des intérieurs que vous avez vues, eh bien c'est là que je les ai prises.